Bonsoir, je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous ce soir. J'ai une impossibilité avec la sortie d'un livre et plusieurs rendez-vous à Paris en même temps. Donc s'il n'y avait pas eu tout ça, je serais là. Euh, donc voilà, vous venez de voir un film qui raconte en gros 10 années de ma vie. C'est un film que j'aime bien, qui est assez fidèle à ce que j'ai vécu. Sauf peut-être la fin où on a l'impression que j'ai perdu alors que j'ai gagné, puisque la Cour de cassation m'a donné raison en disant que l'enquête était sérieuse, de bonne foi, et servait l'intérêt général, et a condamné Clearstream à me verser de maigres dommages et intérêts. Donc voilà, on me présente maintenant de temps en temps comme un lanceur d'alerte. Moi, j'ai pas le sentiment Enfin, si, je lance une alerte, mais j'ai d'abord le sentiment d'avoir fait un travail de journaliste. Et, euh, et les témoins, trois principaux témoins qui ont témoigné pour moi et qui m'ont permis de construire ce travail autour de Clearstream sont eux d'abord des témoins, des insiders, des témoins de l'intérieur. Et c'est comme si depuis quelques années, il y avait une sorte de glissement sémantique qui font que les témoins qui témoignent deviennent des lanceurs d'alerte. Alors c'est peut-être utile, c'est peut-être un moyen de fédérer tous ces combats qui sont menés un peu partout. Et, euh, et il faut évidemment les protéger, nous protéger par des lois. Et je pense que c'est beaucoup plus au niveau de Bruxelles et de l'Europe que ça peut se passer. Il faut que ce soit Bruxelles qui l'impose aux États, quoi. Parce qu'il y a toujours les discours politiques. Donc quand vous allez avoir des hommes politiques, de quelque bord qu'ils soient, ils vont vous dire que oulala, il faut protéger les lanceurs d'alerte, etc. Mais dès que les lanceurs d'alerte, puisque c'est vraiment leur rôle, commence à toucher des intérêts très particuliers ou à s'attaquer à des puissances d'argent très fortes, vous avez la force des lobbies, vous avez toujours des gens qui vont réussir à dénigrer ces personnes, parce que généralement quand on ne peut pas tuer le message, et c'est ce que racontait le film, on tue le messager, quoi. Donc il y a ce problème-là, et il y a un autre problème qui est pendant à cette question de lanceur d'alerte, c'est qu'il y a dans la légion des gens qui se lèvent un petit peu partout depuis Snowden et Assange et tout ça, il y a des usurpateurs aussi dans ces gens-là, ou des gens qui veulent, et j'en ai vu à l'œuvre, se servir d'une affaire ou d'un scandale pour monnayer leur silence, etc. Donc c'est pas simple de régler ce problème. Et ça demande des hommes politiques vigilants, et ça demande des ligues des droits de l'homme, et ça demande des associations de citoyens d'exercer un contre-pouvoir assez fort. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. J'aurais vraiment aimé être là parmi vous, mais j'y suis par le film ou par mes documentaires ou par l'entretien que je vais faire maintenant. Bonne soirée. J'en sors assez lessivé, de la part d'une lessiveuse, c'est un peu normal, mais j'en sors, comment dire, pas malheureux, puisque cette histoire m'a pas fait perdre mon énergie ni mon moral, mais avec un peu d'amertume quand même, parce que on voit bien que la vérité, parce qu'on peut parler de vérité aujourd'hui, qu'il y a dans mes livres ou dans mes documentaires, elle s'est quand même fracassée contre la réelle économie, on va dire, et la puissance indescriptible du lobby bancaire. Enfin, une des choses que j'ai comprises en faisant cette enquête, c'était que ça servait à rien d'aller lutter contre les paradis fiscaux sur place ou à faire des grands débats pour dire on doit interdire les transactions avec les paradis fiscaux, etc. Il y a trop de forces qui s'opposent, il y a trop de paradis fiscaux, il y a trop de mutations dans cet univers. Le seul moyen de lutter contre ça, le moyen le plus efficace en tout cas, c'est de lutter contre ces chambres de compensation. Clearstream surtout. Une fois que j'ai dit ça, la réalité c'est quoi? La réalité c'est que les affaires continuent. C'est qu'aujourd'hui on peut dire face caméra que Clearstream est en quelque sorte une banque des banques mafieuse, mais Clearstream ne peut plus m'attaquer en diffamation quand je tiens des propos comme ça ou les propos que j'ai tenus, puisque la Cour de cassation a dit que l'enquête prouvait ces choses-là. Pourtant,
Vous, comme journaliste, ou vous, comme citoyen, vous pouvez tenir ces propos-là publics. Pourtant, il y a une sorte de force d'inertie qui est complètement liée au statut très particulier du Luxembourg, qui protège complètement cette institution, fait que la boîte peut continuer, nous faire un immense bras d'honneur et continuer surtout, et c'est ça le plus grave, à participer à la faillite des États-nations. Si je ressortais ça aujourd'hui, je pense qu'il y aurait peut-être un impact beaucoup plus fort. Le combat judiciaire serait quand même moins lourd, mais il y aurait toujours un combat judiciaire. Et on se heurterait toujours au même problème, qui est le problème de la justice et des frontières judiciaires. C'est-à-dire que c'est toute la complexité de construire une Europe et un monde juste. C'est-à-dire que vous avez c'est toujours la phrase de Garçon, quand je l'avais interviewé. Garçon, c'est le juge espagnol que j'interviewe pendant l'appel de Genève, qui dit on perdra toujours, nous les mammouths, contre les léopards. Les mammouths étant les appareils judiciaires dans chacun des pays européens. Et en face, ils ont des léopards qui sont des prédateurs financiers, qui ont plusieurs passeports, qui se moquent de toutes les justices nationales et qui, quand on trouve une planque quelque part, ils ont déjà 3 coups d'avance, quoi. Ils ont déjà tout calculé, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que même les histoires luxembourgeoises, tout ce qu'ont sorti Antoine et Raphaël, par exemple, LuxLeaks, etc. Vous regardez, aujourd'hui, on a le recul des quelques années. Non seulement ils ont été poursuivis, mais le business est florissant. Merci d'être resté pour cette discussion. Je sais que c'est pas toujours facile après un film, a fortiori si c'est un film un peu aride sur des questions un peu techniques, mais vous avez compris que les enjeux politiques, les enjeux juridiques vont bien au-delà simplement des questions de compensation financière, de chambre de compensation. Il s'agit véritablement de protéger des gens qui sortent des informations sensibles au nom de l'intérêt général. Donc comme l'a dit David, on a d'excellents intervenants pour en discuter avec nous ce soir. On a la chance d'avoir des gens qui viennent d'endroits, de lieux très différents. On a un journaliste, on a une avocate, on a quelqu'un qui est député européen, même un politique. Donc ça le rend d'autant plus intéressant d'avoir des gens qui ont une opinion qui vient, ou peut-être qui se sont forgés une opinion venant de lieux divers. Alors, j'avais peut-être envie de commencer par Xavier, parce qu'on a vu l'histoire d'un journaliste là dans le film pendant plus d'une heure, et que vous avez aussi été confronté à des révélations, vous avez dû traiter des révélations dans le cadre des Panama Papers, David l'a évoqué. Alors peut-être d'abord, parce que lui dit, dans l'interview qu'il a fait pour la Ligue, il dit en fait je ne me considère pas comme un lanceur d'alerte, je me considère comme un journaliste qui a fait son boulot. Alors quelle est pour vous la distinction entre un lanceur d'alerte et un journaliste qui fait son boulot? D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, et on est des journalistes, je me considère comme un journaliste, parfois on dit d'investigation, mais c'est quasi un pléonasme. On est là pour chercher, pour enquêter, pour investiguer, pour essayer de dénicher des infos, aussi grosses soient-elles, parfois des infos quotidiennes, et puis parfois des enquêtes de plus longue haleine. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit sur ce point-là. Il y a même lui mériterait un peu plus le titre de lanceur d'alerte que nous, dans ce consortium international dont le journal Le Soir fait partie, parce que lui a vraiment été quasi seul au début, chercher l'info, gratter en comptant sur différents témoins et essayer de faire parler des gens. Nous, dans le cas des enquêtes qu'on a menées, que ce soit, vous avez sans doute entendu les noms, LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers, et j'espère qu'il y en aura d'autres, ça part d'un lanceur d'alerte quasi unique, c'est-à-dire que c'est une personne qui a une clé USB, un CD, des données massives, qui les transmet à un journaliste, et le journaliste se rend compte que devant la quantité astronomique de documents, il peut pas lutter seul, et donc on les partage au niveau international, et chacun dans son pays comme il peut, en mettant tout ça en commun, étudie et enquête. Donc le journaliste fait son travail, et dans ces cas des livres bien précis, il y a un lanceur d'alerte très clair, c'est la personne à l'origine des révélations qui prend le risque à un moment de violer un secret professionnel, un secret d'affaires, de prendre des documents quelque part pour, au nom de l'intérêt général, essayer de porter quelque chose sur la place publique. Dans ici l'affaire Clearstream,
c'est moins évident. Le lanceur d'alerte est moins clair et il y a un travail journalistique qui compte sur plusieurs témoins pour créer à un moment une histoire. Donc je comprends sa difficulté à mettre un nom sur un thread. En réalité, un journaliste et des témoins, c'est très bien aussi. Hein. Question de vocabulaire. Ce qui est particulier, évidemment, vous avez travaillé via le Consortium international des journalistes d'investigation, donc qui est basé à Washington et qui justement rassemble les journalistes d'investigation. À la fois, j'imagine qu'il y avait une dimension tout à fait pratique, vu que c'était impossible de traiter autant de documents, autant d'infos. Et puis il y a peut-être une autre dimension aussi, c'est de mutualiser la pression, de diluer un peu la pression, parce que là, ce qui est très frappant de Denis Robert, c'est qu'ils sont pris plein la gueule tout seuls, quoi. Donc là, peut-être le fait de travailler à 300 journalistes, ça permet quand même de diluer un peu tout ça, non? Je ne voudrais pas parler pour lui, mais je me suis déjà retrouvé avec lui à des débats comme celui-ci, et j'ai déjà entendu parler, et c'est quelque chose qui le fait, ça lui a même fait un peu mal au début quand on a sorti LuxLeaks et quand il a vu cette force de frappe où on attaquait le même pays que lui, le Luxembourg, et où il y a eu une vraie résonance pour le coup, jusqu'à Jean-Claude Juncker qui a quand même été un peu secoué, M. Lambert sans doute en partie responsable aussi, mais clairement, cette force de frappe médiatique a à un moment fait en sorte que le sujet prend un poids que l'affaire Clearstream a en fait pris avec le temps. C'est une affaire qui s'est bonifiée avec le temps, voilà, parce qu'il a gagné. C'était très bon au début, c'est d'ailleurs très dommage quand il raconte comment les médias, en particulier les médias français, lui ont mis les bâtons dans les roues et ont critiqué son travail en se basant sur je ne sais quelle source ou je ne sais quel lobby derrière. C'est un peu moins glorieux pour le métier d'ailleurs. Mais non, très clairement, la force du consortium, c'est à la fois dans le traitement des données, dans le travail, vu le côté massif des données qu'on peut faire en commun, et évidemment dans le poids qu'on peut donner aux enquêtes après. Alors Philippe Lambert, pour passer à vous, quand on est député européen et qu'on voit des gens qui sortent des infos comme ça, ben là déjà vous n'êtes pas lanceur d'alerte, mais vous avez l'habitude de vous frotter aux banques. Je ne sais pas si vous le savez, mais Philippe Lambert est connu notamment pour avoir limité le bonus des banquiers, le Parlement, mais vous étiez en première ligne, ça vous a même valu un titre dans le monde comme l'homme le plus détesté de la City, dans ce cas-là, c'était peut-être un compliment. Mais donc, vous, comme député européen, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour protéger des gens comme soit des journalistes, comme Denis Robert ou comme Xavier Kounas, soit des lanceurs d'alerte directement, pour qu'ils puissent en fait continuer à exercer ce genre de soit leur métier, soit de pouvoir sortir ce genre d'infos tout en ne détruisant pas leur vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire beaucoup de choses, puisque c'est pas non plus ultra compliqué, c'est pas absolument simple, mais il est possible, moyennant de la volonté politique, en effet, d'avoir un régime juridique qui permette d'assurer une véritable protection des lanceurs d'alerte. Et Denis avait raison de dire que si vous demandez à n'importe quel homme politique s'il faut protéger les lanceurs d'alerte dans un bel ensemble, ils vont tous vous dire la bouche en cœur, mais oui, évidemment. Évidemment, il faut absolument les protéger. Ils jouent un rôle extrêmement important et nous leur en sommes reconnaissants. Mais le problème, c'est que quand il s'agit de légiférer, alors quelque part, on a de la chance au Parlement européen puisqu'on n'a pas le droit d'initiative législative, donc on ne peut pas nous reprocher de ne pas prendre l'initiative puisque ça nous est légalement interdit. Et tout ce qu'on peut faire, c'est demander à la Commission de prendre l'initiative. Alors, nous, dans un bel ensemble, le Parlement européen, en tout cas en Commission des affaires juridiques, lundi dernier, a décidé de faire la demande une fois de plus, ça doit faire la 3e ou la 4e, que nous demandons à la Commission de prendre une initiative pour la protection des lanceurs d'alerte. Et très honnêtement dit, la Commission européenne, je ne m'attends pas à ce que subitement elle voit la lumière et qu'elle se dise « Ah bah tiens, on va faire une loi ». Et je voudrais répéter ici quelque chose que j'ai dit dans un débat avec Antoine Deltour, c'est qu'on vit quand même dans un monde un peu étrange. Puisque si on prend d'abord le marché, avant d'arriver à la démocratie, sur le marché, dans la logique libérale, je dis bien libérale, pas néolibérale, le souverain ultime, c'est l'acteur économique. C'est vous et moi comme consommateurs, qui devront, comme investisseurs, qui devront pouvoir faire des choix rationnels. Et ça suppose qu'en tant que détenteurs de la souveraineté ultime, nous devons jouir d'une information totale sur le marché. D'accord? Donc en fait, nous devons comme consommateurs, comme investisseurs, tout savoir du marché pour pouvoir faire des choix rationnels. Disait Adam Smith et tous les théoriciens de la pensée libérale de l'économie de marché, c'est ça la logique. En démocratie, le souverain ultime, je ne vous apprends rien en disant que c'est le citoyen. Donc en principe, c'est le citoyen qui, in fine, doit détenir
l'information absolue, en particulier sur ses gouvernants, pour pouvoir faire des choix rationnels et orienter les politiques, puisque c'est lui le souverain ultime. Or, qu'observe-t-on? C'est qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, on peut en savoir de moins en moins sur les acteurs de marché, je pense évidemment aux entreprises. Et il était intéressant de voir que la Commission européenne, au lieu de prendre l'initiative de protéger les lanceurs d'alerte, a par contre pris l'initiative sur la protection des secrets d'affaires, dans une définition extrêmement large. Grosso modo, est un secret d'affaires ce qu'une entreprise décide être un secret d'affaires. Donc si le fait que je fais du business à la Barbade, je le considère comme un secret d'affaires, eh bien c'est un secret d'affaires. D'accord? Et donc, on met dans la loi une protection des entreprises par rapport au regard gênant des consommateurs, mais aussi des citoyens. Et de la même manière, que constatons, c'est que les entreprises, elles, doivent pouvoir en savoir un max sur nous. C'est un peu le monde à l'envers, non? Je veux dire, quel site on consulte, à qui on téléphone, où nous nous trouvons, demain avec la voiture connectée, à quelle vitesse on a roulé, où on est allé, à qui on a rendu visite, et que ces gens... Là, elles doivent tout savoir. Et nos données, on le voit maintenant en Belgique avec la communication que Maggie de Bloch, la grande communicante, aime faire. Donc on vend des données personnelles à des entreprises privées. Dans la démocratie, c'est la même chose. En principe, le souverain ultime, c'est le citoyen, sauf que avec les attentats terroristes, on a la propriété pour passer des lois qui nous mettent tous sous surveillance. Quand on prend l'avion, quand on prend le métro, de nouveau quand on téléphone, puisque nos données doivent être disponibles aux forces de police. Et quand on voit jusqu'où ça va en France, la patrie de Denis, on voit bien qu'il suffit d'une note blanche, comme on dit, non datée, non signée, pour dire que vous, là, en orange, là, vous avez été vu près d'une librairie qui vend des livres pas cachés. Et donc, on va vous mettre sous surveillance. Et il ne faut pas qu'un juge dise « Ouais, mais attends, c'est quoi ce bordel ?» Non, évidemment que non. Eh bien, ça, c'est dans cette grande démocratie qu'est la France. Et par ailleurs, les citoyens, qui sont en principe les souverains ultimes, peuvent en savoir de moins en moins sur ce que font leurs gouvernants. Et donc, on voit un renversement, quand même, assez incroyable, de la logique à la fois démocratique et de celle de l'économie de marché, au profit de l'alliance entre les détenteurs du pouvoir politique et les détenteurs du pouvoir économique. Et c'est en fait à ça que les lanceurs d'alerte s'attaquent. Et c'est à ça que nous essayons de nous attaquer au Parlement européen. Nous, c'est pas juste nous les Verts, il ne faut quand même pas exagérer, mais je vais dire la minorité, parce qu'on est une minorité de gens qui ne considèrent pas que rendre les riches plus riches profite à toute la société, ou rendre les multinationales plus puissantes profite à toute la société. Et donc en effet, entre les mots de la grande unanimité qui dit qu'il faut défendre les lanceurs d'alerte et l'action, il y a un gouffre. Et je suis désolé de le dire, ce gouffre n'est pas en train de se refermer. Mais alors en deux mots, parce que le Parlement avait quand même de bonnes intentions en disant on va d'une part passer la directive secret des affaires qui part peut-être d'une intention louable de protéger c'est une discussion à avoir, que peut-être qu'il y a certains secrets industriels à protéger en Europe, pas seulement une concurrence chinoise en Europe. Je fais l'avocat d'il y a une seconde. Et d'autre part, le Parlement va dire on va adopter cette directive sur le secret des affaires, et par ailleurs on va adopter une protection pour les lanceurs d'alerte. Et puis on se rend compte qu'effectivement la directive est votée et qu'on n'a toujours pas de protection sur les lanceurs d'alerte. Comment vous expliquez ça? Mais de nouveau, parce que une majorité du Parlement européen, que je chiffre à peu près à 2/3 du Parlement européen, continue à penser que faire le bien des grandes entreprises, c'est, par ricochet, faire le bien c'est défendre l'intérêt général. Et en effet, au moment du passage de la directive sur les secrets des affaires, donc on était après LuxLeaks, et nous avons tenté de convaincre nos collègues en disant, à la limite, admettons peut-être qu'on ait besoin de cette directive sur le secret des affaires. Je pense que non, parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de lois qui protègent la propriété intellectuelle. La question n'est pas là. Quand on commence à parler de secret des affaires, on parle de beaucoup d'autres choses. Mais à la limite, d'accord. Mais alors, tenons cette directive en otage jusqu'au moment où la Commission aura sorti une directive sur la protection des lanceurs d'alerte. Et à la limite, faisons un paquet, et on verra si le paquet est équilibré, on l'adoptera.
Et on pensait pouvoir convaincre au moins nos amis socialistes et nos amis libéraux. Mais non, il fallait passer d'urgence les lanceurs d'alerte, et en échange, et donc c'est vraiment frappant, parce que... secret des affaires, pardon. Et donc, ce qui est vraiment frappant, c'est que nos amis socialistes nous ont dit, oui, mais au moment du vote de la directive sur la protection du secret des affaires, la Commission européenne va faire une déclaration. Donc, ils échangeraient leur vote pour un texte de loi, d'accord, qui allait être transposé en droit national et donc applicable, contre, pas une promesse d'une directive sur la protection des lanceurs d'alerte, contre une déclaration dont on ne savait pas si elle contiendrait une promesse, et en effet, elle ne l'a pas contenue, et ça les satisfaisait. Et là, on peut dire, les socialistes sont vraiment des cons, et je ne leur ferai... Non, je ne leur ferai pas cette insulte. Je pense que ces gens sont aussi intelligents que vous et moi. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Tout comme quand ils ont poussé sur le bouton yes à 2 tiers pour ratifier le CETA, je parle du groupe socialiste, ce n'était pas à l'insu de leur plein gré, pour reprendre cette expression qui fait florès maintenant. C'était en pleine connaissance de cause. Ce qui est bon pour BNP Paribas est bon pour la France, ce qui est bon pour Volkswagen est bon pour l'Allemagne, ce qui est bon pour Clearstream et toutes les banques et Amazon, etc. est bon pour le Luxembourg, ce qui est bon pour BASF est bon pour la Belgique, etc., etc. Cette logique-là demeure extrêmement profondément ancrée. Merci. Alors, Mireille Wedens, comme avocate à la fois spécialiste de la propriété intellectuelle et des brevets et d'autres choses, d'abord, est-ce que, de votre point de vue, il fallait une directive pour protéger le secret des affaires? Alors, non. Avant de vous répondre sur la question, je voudrais parler des lanceurs d'alerte. C'est quand même un sujet. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de protection des lanceurs d'alerte en Europe? Si. Oui, ça dépend. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas de protection des lanceurs d'alerte en Belgique? Si. Il y a un domaine par secteur. Voilà. Il y a un domaine dans lequel l'Europe a tout de suite réagi pour protéger les lanceurs d'alerte. Et bien les protéger. Bien les protéger. C'est dans le cas des abus de marché. C'est quoi? On protège les lanceurs d'alerte, les informateurs, comme on dit, qui divulguent des délits d'initiés. Parce que les délits d'initiés, donc autrement dit, on divulgue des informations qui vont perturber les cours de bourse. Et ça, évidemment, pourquoi est-ce qu'on protège ceux qui donnent des... Ça marche. Ça marche. Ça marche? Ah, ça marche. Ok. Pourquoi est-ce qu'on protège les lanceurs d'alerte dans le domaine financier? Parce que les victimes des alertes sont les actionnaires. Ce sont les banques. Donc, autrement dit, il y a des cas dans lesquels les banques ont intérêt à ce qu'on protège les lanceurs d'alerte. C'est quand les lanceurs d'alerte leur disent « Attention les gars, vous investissez sur la société B, mais en réalité, on est en train de chipoter avec le cours de ces actions et il y a un délit d'initié quelque part. » Donc, là, il faut protéger l'informateur. Et il y a un règlement qui protège les lanceurs d'alerte quand ils lancent des alertes profitables au monde financier. Et je peux vous dire que c'est vachement bien fait. Ils ont droit à une protection sociale, ils ont droit à une assistance juridique. Donc, est-ce que l'Europe peut protéger les lanceurs d'alerte? Oui, elle le fait. Elle le fait quand on divulgue des informations bancaires qui embêtent les banques, ou alors dans le domaine, je crois, gazier, pétrolier, et dans le domaine de l'aviation civile, parce que le banquier prend aussi l'avion, et donc il a quand même envie de mettre son derrière dans un siège assez sécurisé. Donc là, ça existe. Donc, oui, en effet, il y a une protection des lanceurs d'alerte en Europe, donc c'est tout à fait faisable. Premier point. Ce que je pense, après ça je vais jouer le méchant. Déjà, là je suis encore dans mon rôle de gentil. Ce que je pense, c'est que est-ce qu'il faut adopter une protection des lanceurs d'alerte? Oui. Et d'ailleurs, j'ai lu la dernière recommandation du Parlement européen, et elle est excessivement musclée, puisque c'est dit en termes politiques, en termes un peu polis, on dit à la Commission, on a pris instamment d'urgence de faire quelque chose. Donc en effet, bon, sans doute qu'ils ne feront rien. Donc alors, est-ce qu'il faut le faire? Oui. Est-ce que les critiques à l'égard de la directive secret d'affaires sont fondées? Non. Parce que ce n'est pas son objectif. Alors c'est vrai que dans la directive sur les secrets d'affaires, il y a un article sur les lanceurs d'alerte. On dit, ben voilà, la protection des secrets d'affaires s'arrête, là où commence le droit on va en parler plus en détail, là où commence le droit du lanceur d'alerte de lancer une alerte. Est-ce que c'est très bien fait? Non. C'est juste un article. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif de cette directive sur les secrets d'affaires, elle est de protéger les savoir-faire techniques, pas seulement techniques, mais techniques.
Il y a eu une enquête, attendez, je termine et puis on reprend la parole, c'est comme un hasard politique. Il y a eu une enquête qui a démontré, un simple sondage, que 20% des entreprises en Europe déclaraient, celles qui ne déclarent pas, avoir été victimes d'espionnage industriel. Moi, j'en vois tous les jours. Des PME, des start-up, des universités, des plus grosses entreprises, qui sont victimes de vol de leurs secrets techniques. Et d'ailleurs, il y a eu dans Libération un article qui expliquait comment le gouvernement chinois envoyait de faux étudiants dans les entreprises, des bataillons. Et j'ai eu un jour un de mes clients qui m'a dit « Ah oui, on a un accord avec une écran d'école en France. » C'est quand même curieux, il y a quand même beaucoup de Chinois, il y a beaucoup d'étudiants chinois, et ils se sont un jour rendus compte que les fameux stagiaires de la grande école n'avaient jamais mis les pieds dans la grande école. Donc quoi, c'est un phénomène qui existe vraiment. Est-ce qu'il y a des lois? Exact, il y a des lois, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y avait autant de lois sur la protection des secrets d'affaires qu'il y a des pays dans l'Union européenne. Vous aviez des pays qui considèrent que le secret d'affaires est un droit de propriété intellectuelle, comme l'Espagne par exemple. Puis vous aviez des pays qui considéraient que ce n'était pas un droit de propriété intellectuelle, comme la France et la Belgique. Vous aviez des pays qui avaient un mix fondé sur le droit pénal, d'autres qui punissaient ça avec la concurrence déloyale, d'autres qui punissaient ça avec la responsabilité civile. C'était la cacophonie la plus totale. Or, les entreprises aujourd'hui, eh bien, elles sont, on ne va pas dire globalisées, c'est des grosses PME souvent, enfin, elles sont quand même européennes, hein, elles travaillent avec la France. Donc, elles devaient avoir une protection juridique de leur savoir-faire qui soit uniforme au sein de l'Union européenne. Ça, c'est l'objectif de la directive. Et alors, on lui dit, ah oui, mais les lanceurs d'alerte sont... Mais ce n'est pas son objectif. Donc, on ne peut pas, voilà, donc on peut pas reprocher à la directive de ne pas avoir atteint l'objectif qui n'était pas le sien. Non, mais quand même, dans les premières versions de la directive, dans mon souvenir, il y avait quand même un renversement de la charge de la preuve qui faisait peser sur les journalistes qui sortaient de l'affaire la preuve que l'intérêt général était toujours le cas. Oui, mais donc, est-ce que ça, bien sûr, c'est pas l'objectif premier de la directive, mais est-ce que ça pose pas quand même un problème en termes de poids que ça fait peser sur les gens qui veulent sortir des informations ou des journalistes? Oui, en un sens, mais c'était logique dans la démarche de la directive. La directive dit ceci. Quand il y a eu obtention, divulgation, utilisation illicite d'un savoir-faire, le titulaire du savoir-faire qui a été volé, il va devant un tribunal. Et le tribunal, dit la directive, ne peut pas le condamner s'il apparaît que ce savoir-faire a été obtenu, divulgué, et pas utilisé évidemment en ce cas-là, mais obtenu, divulgué, dans l'intérêt général, hein, et que la personne qui l'a divulgué est un lanceur d'alerte qui veut rendre public une faute, une activité illégale ou un comportement répréhensible. Misconduct, on dit en anglais. Ok. Ça peut aussi couvrir ce qui est moralement répréhensible. Alors évidemment, quand on dit ça, et que vous êtes le défendeur dans l'action, parce que le gars il a dit, oui, vous avez volé mon savoir-faire, je vous attaque. Vous vous défendez, vous dites, mais non, moi je suis un lanceur d'alerte, je l'ai fait pour dénoncer un comportement répréhensible. Alors évidemment, celui qui amène un argument, il doit le prouver, évidemment. Alors donc c'est pour ça, en effet, vous avez raison. Ça met le lanceur d'alerte dans une position de devoir amener la preuve. Mais on a vu avec l'arrêt de la Cour de cassation en France du 30 juin donc 2016, juste après qu'ils aient été condamnés au Luxembourg, hein, ils ont été condamnés au Luxembourg, le lendemain il y a eu un arrêt de la Cour de cassation française qui a quand même rendu une décision favorable aux lanceurs d'alerte, en disant par exemple qu'on ne pouvait pas les licencier, que c'était un licenciement abusif, etc. Donc la jurisprudence est quand même sensible. C'est pas parce que vous avez la charge de la preuve que vous allez échouer. Oui. Donc vous ne m'avez pas entendu dire qu'il ne fallait pas protéger la propriété intellectuelle et qu'il n'y avait pas de secret d'affaires qui était digne d'être défendu. Ce que j'ai contesté, c'est le fait qu'on adopte une directive sans l'autre. Et je suis bien d'accord qu'il ne faut pas mélanger les choses. N'empêche que, comme par hasard, on avance quand il s'agit de défendre les intérêts des actionnaires et des propriétaires et des dirigeants, et on n'avance pas quand il s'agit de défendre l'intérêt général. Je suis désolé. Aujourd'hui, prenons un exemple dont vous avez peut-être un jour, vaguement, de loin, entendu parler d'un produit qui s'appelle le glyphosate, comme ça je dis ça en pratique. L'Agence européenne de sécurité alimentaire, qui clairement est pourrie jusqu'à l'os, d'accord? Mais peu importe, mais elle l'est, rend son avis sur l'innocuité du produit sur la base d'études. Alors oublions même, pour l'instant, que ces études ont été faisandées jusqu'à l'os, mais de nouveau, ce n'est pas le sujet. Quand nous demandons, eh bien,
Donnez-nous ces études. Ah non. Ah non, parce que ces études viennent de Monsanto et consorts de l'industrie, ce sont des secrets d'affaires. Donc on base des décisions des pouvoirs publics sur des éléments dont on sait évidemment qu'ils sont de toute façon produits dans un contexte par définition de conflit d'intérêts, et on ne peut pas y avoir accès. Donc, comment est-ce que vous voulez accepter de renforcer encore le secret d'affaires quand on voit les abus auxquels nous sommes déjà confrontés aujourd'hui? Autre domaine qui touche directement à la question fiscale, le reporting pays par pays. On entend les entreprises s'y opposer bec et ongle, donc c'est l'idée d'obliger toutes les entreprises qui opèrent en plus qu'un pays, dans leur rapport annuel, de donner un certain nombre d'informations financières et business, pays par pays. On ne demande pas grand-chose, mais par exemple, 1, la liste de toutes leurs entités légales. 2, combien de personnes chacune de ces entités légales emploie. 3, combien de chiffres d'affaires chacune de ces entités légales réalise. Combien de profits elle réalise ou de pertes, combien de subsides elle reçoit, combien de taxes elle paye, et peut-être les éléments essentiels des rulings fiscaux dont elle bénéficie. Les entreprises nous disent, ah mais non, ça on ne peut pas dévoiler. Secret d'affaires. Secret d'affaires, vous comprenez bien, si on devait mettre dans notre rapport annuel qu'on a une entité dans tel pays, mais nos concurrents sauraient alors qu'on va peut-être vouloir opérer là-bas. Mais je vous rappelle quand même que la base de l'économie de marché version libérale, c'est que tous les acteurs économiques disposent de toute l'information. Tous les acteurs économiques disposent de toute l'information pour pouvoir faire des décisions rationnelles. Qu'est-ce que je constate? C'est qu'en général, en fait, l'obtention d'un profit, eh bien, elle est poursuivie plutôt, moins par l'innovation que par la création de ce qu'on appelle pudiquement en économie de l'asymétrie d'information. Je sais quelque chose que tu ne sais pas. Et donc, ça me permet de t'escroquer. On l'a bien vu avec la grande crise financière, c'était le but. On crée des produits tellement complexes qui permettent à celui qui les vend d'escroquer légalement celui à qui il le vend. C'est du tout bon, c'est achète, c'est du triple A, c'est du tout bon. Moi je sais que c'est de la merde, mais tu ne le sais pas. Non, mais c'est ça le principe. C'est ça le principe. Et en fait, on se rend compte très souvent, et je le dis souvent aux libéraux, je pense être souvent le dernier libéral dans la salle. Parce que je veux que, pour ce qui est des activités confiées au marché, je veux un marché où tous les acteurs disposent de toute l'information, je veux un marché parfaitement compétitif. Mais beaucoup de libéraux autoproclamés n'aiment pas du tout ça. Ils sont plutôt dans le modèle soviétique. Alors pour revenir à vous, Xavier, est-ce que cette directive secret des affaires a changé votre manière de travailler? Est-ce comme journaliste ou dans le cadre de ce consortium de journalistes d'investigation ou même au soir, est-ce que vous en avez parlé? On sait, vous avez peut-être vu qu'il y a des journalistes qui ont vraiment mené le combat, en tout cas contre les premières versions de cette directive, à Élise Lucet notamment en France. Et puis la Fédération européenne des journalistes avait l'air assez satisfaite de la dernière mouture de cette directive qui a finalement été adoptée. Est-ce que pour vous, c'est encore une source d'inquiétude? Est-ce que ça impacte sur votre travail quotidien? Ou finalement pas tant que ça? Clairement non, ça nous endort la nuit et je ne me suis jamais, ça nous a jamais privé de faire quoi que ce soit. C'est vrai qu'il faut avouer que dans la dernière, il y a eu une modification qui consacre le droit aux journalistes d'informer en somme. Et donc les journalistes ne risquent rien, même s'ils révèlent, tant qu'ils le font dans les règles du métier, ils ne risquent rien en dévoilant un potentiel secret d'affaires. Là où les lanceurs d'alerte, c'est un peu moins clair, c'est ce qu'on disait, il y a cette charge à la preuve qui est de leur côté, donc eux doivent prouver qu'ils ont servi l'intérêt général. Ce n'est pas à l'entreprise qui s'estime lésée de démontrer que le lanceur d'alerte a agi pour sa pomme et pas pour l'intérêt général. Mini parenthèse sur cette directive secret des affaires par rapport à ce qui a été dit, je trouve que ce qui a été le plus choquant, mais vraiment ça m'a remué au plus profond de moi-même. J'étais au Luxembourg pour le procès, je couvrais le procès en première instance de Antoine Deltour et Raphaël Allais, donc les deux lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks. Ils étaient devant des juges dont le président du tribunal était particulièrement peu réceptif à leur cause, le mot est faible. Ces gens ont été condamnés, en première instance en tout cas complètement, sur toute la ligne de vol, de violation, tous les secrets que vous pouvez imaginer, parce que la Cour a jugé qu'il n'y avait rien, ni dans le droit luxembourgeois, ni dans le droit européen, qui permettait de les protéger, et pire que ça,
que la directive de secret des affaires, c'est dans le jugement qui était en négociation et qui allait être voté en parallèle, renforçait encore leur idée de devoir les condamner fermement. Et il faut savoir qu'en parallèle, quasi en parallèle du jugement, ça se passait en même temps, on a voté au Parlement cette directive secret des affaires, sans le moindre volet sur la transparence, sur plus de transparence, sur une protection des lanceurs d'alerte. Et franchement, moi je me considère d'ailleurs toujours comme un simple citoyen, et je n'arrivais pas à comprendre. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut à un moment pour qu'on comprenne que ces deux gars, parce que je vous assure que Raphaël Allais et Antoine Deltour, principalement Antoine Deltour d'ailleurs, il faut voir ce qu'ils ont fait. C'est des gars qui à aucun moment n'ont cherché à s'enrichir, n'ont cherché à nuire pour nuire à leur société, mais c'est vraiment des types convaincus. Hein, je dirais pas ça, par exemple, du mec Hervé Falciani des Swissix qui a piqué les données chez HSBC. Là, son rôle est nettement plus contestable, à mon avis. Parce que lui a clairement cherché à revendre, enfin il y a beaucoup de choses qui ont été établies, mais les deux gars du LuxLeaks, vous pouvez tourner dans tous les sens l'histoire, j'arrive pas à comprendre ce qu'on peut leur reprocher. Et de fait, quand vous voyez que même en appel, une deuxième fois, ils restent condamnés un peu moins lourdement et avec des charges un peu moins graves, avec un jugement en tout cas, disons, plus compréhensible, même s'il reste contestable sur certains points, il peut être contesté à la rivalette prochainement. Mais j'ai toujours pas compris ça. Et je trouve donc, et moi je suis pas juriste, que dans le droit, c'est qu'il manque quelque chose. Parce que des types comme ça, bon, ils n'ont pas été en prison, mais ils sont condamnés avec sursis, ils ont une amende. Je trouve que c'est une catastrophe pour le citoyen que je suis, et je trouve dans l'opinion générale, d'arriver à condamner ces gens-là qui ont en fait porté sur la place publique des pratiques d'ailleurs illégale dans certains cas de multinationales, parce que c'est toujours très simple de dire que c'est l'optimisation fiscale, mais la Commission européenne a d'ailleurs démontré encore avec Amazon cette semaine, certains rulings, certains accords fiscaux luxembourgeois étaient illégaux. Eh bien je trouve que ce qui est incroyable, c'est que ces gens qui ont porté ça sur la place publique, et puis je me tais, ont été condamnés, alors que ni Price, ni l'État luxembourgeois, ni les multinationales qui en ont profité, n'ont rien eu du tout, Et j'avoue, en simple citoyen, et un peu en journaliste quand même, je n'ai toujours pas compris comment. Je trouve qu'il y a une erreur quelque part, une faille dans le règlement pour arriver 3 ans plus tard à un constat pareil. Alors, oui, mais moi il y a quelque chose, et là c'est une question politique que je pose. Moi il y a quelque chose qui me choque, et je m'adresse à l'eurodéputé des Verts notamment. C'est que quand on voit les journalistes, eux, ils s'en tirent plus ou moins. Parce que vous voyez, Denis Robert, il a publié des livres, il s'en est sorti, il a gagné de l'argent. Ceux, par contre, qui morflent, c'est le lanceur d'alerte de base. Et on a vu l'émission Cache l'investigation, ces gens sont dans la misère. Parce qu'une fois qu'ils ont lancé leur alerte, ils ne retrouvent plus jamais de boulot, ils n'ont plus de quoi vivre, et on les oublie, parce qu'eux, ils ne publient pas de livres, hein. Eux, ils n'ont pas touché des droits d'auteur parce qu'ils publient des livres et qu'ils sont connus, et que tout le monde veut les éditer. Et ce que je ne comprends pas, c'est que les partis qui disent « Ah oui, mais on les soutient, c'est des gens fabuleux, engagez-les ». Chacun son métier, mais ceci dit, ça pose quand même la question du soutien et des lanceurs d'alerte. On sait qu'aux États-Unis, il y a une loi qui permet de dénoncer des choses et que les gens qui dénoncent reçoivent un pourcentage de ce que l'administration permet ce que ça permet à l'administration de récupérer, mais ça encourage en même temps la délation, donc c'est peut-être pas complètement le modèle de société qu'on voudrait promouvoir, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, Philippe Lamberts, des mécanismes à mettre en place? Je ne sais pas, est-ce que c'est un fonds de soutien, est-ce que c'est une autorité indépendante qui pourrait recevoir les témoignages, mais quelque chose qui ferait que ces lanceurs d'alerte ne soient pas laissés tout seuls dans la misère, parce qu'effectivement, on l'a vu dans le film, c'est extrêmement lourd et ça peut détruire quelqu'un. Là, il s'en sort bien parce qu'il lui arrive la cassation qui lui a un peu sauvé la vie, mais s'il n'y avait pas eu cette cassation, je pense que sa vie était un peu détruite quand même. Non, c'est sûr. Moi, je ne suis pas d'accord avec le système américain parce que ça crée aussi un incitant pervers, je trouve. De dire, finalement, si je dénonce un truc qui a coûté de l'argent à l'État et que l'État le récupère, je touche quelque chose, mais dénoncer des choses qui ne sont pas financières, mais qui ont à voir avec le respect de la vie privée ou des choses pareilles, ça ne rapporte rien et donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt à faire. Non. Ce que je crois qu'il faut, c'est en effet un fonds de soutien qui permette alors de venir au secours de lanceurs d'alerte pour qu'au moins ils puissent continuer à mener une vie normale. Et on a bien des régimes de protection des gens qui dénoncent, enfin je veux dire en Italie, des gens qui dénoncent des mafieux et des trucs pareils. Aux États-Unis aussi, pourquoi pas. Donc c'est tout à fait possible.
j'entends bien, maître, l'appel que vous faites, mais c'est très facile à faire. Mais qu'est-ce que vous imaginez? Que les partis politiques, que les groupes parlementaires, comme celui que je préside, ont là des postes sur étagère que nous pouvons distribuer à nos amis. Alors je sais que ça fonctionne comme ça, ou ça a fonctionné comme ça chez certains, mais pas chez nous. C'est pas comme ça que ça marche. C'est évident que si Antoine Deltour ou Raphaël Halet avaient posé leur candidature à un poste au groupe des Verts au Parlement européen, on aurait probablement été intéressé de les prendre. Mais d'abord, ils n'ont pas fait. Et deux, on n'allait pas non plus créer des postes sur mesure pour protéger des lanceurs d'alerte. Enfin, je vois bien déjà le contribuable dire c'est quoi ce truc, vous substituez à l'État, vous utilisez notre argent pour protéger des lanceurs d'alerte. Bon, l'effet de manche est facile, mais je pense que ce qu'il nous faut, c'est une solution institutionnelle. Une question un peu provocatrice. Est-ce que finalement la pureté de l'intention du lanceur d'alerte est importante ou pas dans l'histoire? Parce qu'on sait qu'on a de très bonnes intentions, d'autres que des intentions un peu plus mixtes, on va dire, ou que les intentions peuvent évoluer en cours de temps. Mais est-ce que finalement l'important, c'est pas la qualité de l'information, alors l'intérêt qu'elle représente pour l'intérêt général, ou est-ce qu'il faut vraiment que quelqu'un soit totalement de bonne foi et avec des intentions pures pour peu que ça existe? La question, c'est est-ce qu'il y a un profit personnel, oui ou non? Pour moi, dès l'instant où il y a un profit personnel, ça teinte l'acte qui est posé. Et donc, là, en effet, enfin, je sais pas, la vérité n'est pas de ce monde, vous savez, moi je ne suis pas non plus à chercher des êtres humains parfaitement purs et d'intentions nobles, beaucoup d'entre nous ne l'est. Mais par contre, pour autant que la motivation du lanceur d'alerte soit des convictions, et on peut avoir des convictions anticapitalistes et travailler dans le business, moi je trouve ça noble. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent, il s'agit d'agir selon ses convictions, et c'est ça qui compte. Alors bien sûr, certains trouveront que c'est inacceptable d'avoir des intentions anticapitalistes, ça c'est autre chose, mais là ça devient des jugements politiques. Mireille Bednès, pour revenir sur un point de droit, est-ce que de votre point de vue, il faut est-ce que ça prend la forme d'une directive ou autre, mais une protection qui serait transversale, ou est-ce que l'approche sectorielle est la bonne? Parce qu'en fait, on se pose la question parce que la Commission européenne, fortement encouragée par le Parlement européen à plusieurs reprises, se pose encore la question, en tout cas c'est ce que disait Vera Jourova il y a peu de temps dans une interview du soir d'ailleurs je pense, en disant on hésite encore, on ne sait pas trop si c'est secteur par secteur, on sait qu'historiquement ça vient de la lutte contre la corruption, on peut imaginer l'environnement, plein de domaines, ou est-ce qu'au contraire on a besoin juridiquement de quelque chose qui soit plus bétonné et transversal pour être sûr de pouvoir protéger les gens? Ça ne marchera que si et seulement si c'est transversal, évidemment, parce que vous allez toujours oublier un domaine, vous allez toujours oublier le cas qui va se présenter demain, donc ça ne marche pas. Il faut nécessairement que ce soit transversal. D'ailleurs, vous disiez tantôt, vous critiquiez la directive en disant, et maintenant sur la directive, une entreprise peut dire, je vous donne pas les études sur le glyphosate parce qu'il y a la directive sur le secret d'affaires. Eh ben non, parce que vous connaissez la directive sûrement aussi bien que moi, mais à l'article 5D, il est prévu que les autorités judiciaires peuvent s'opposer à ce genre d'éléments. Ah oui, judiciaire. Ah oui, bah ça c'est comme ça dans le pays. Quand on n'est pas content, il faut aller en justice. Ça ne va pas se faire dans la rue à coup de poing. Hein, non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, moi mais je n'ai aucun problème avec ça. Simplement, ça veut dire alors. Donc moi, mon point de contestation est de dire lorsqu'on base une décision des pouvoirs publics sur des documents, ces documents, par définition, doivent être accessibles. Si l'entreprise estime que la publicité de ces résultats nuirait à ses intérêts, il n'y a aucun problème. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Simplement, ces documents ne seront pas pris en compte dans l'établissement de la décision publique. Point. Il faut choisir. Si je suis Monsanto et que je veux influencer la décision publique par des études que j'ai payées et qui forcément, donc, pour moi, sont disqualifiées, mais d'accord, mais alors je dois accepter leur publication. Ça doit être dit. Autrement dit, en tout cas, ma position, c'est qu'on ne peut en aucun cas baser des décisions publiques sur des documents qui seraient produits par le business et qui ne seraient pas rendus publics. Ça ne va pas. Il faut choisir. Il faut choisir. Et je ne veux pas être dans le cas, et c'est le cas dans lequel on est aujourd'hui, puisqu'en fait, il a fallu, en effet, qu'on aille en justice pour obtenir la publication d'une partie des études qui étaient jusque-là scellées. Et ça ne va pas. Quand les représentants du peuple doivent aller en justice pour obtenir les pièces qui ont permis à une agence qui travaille pour nous, en fait. Nouveau, on inverse la souveraineté, quoi. Donc une agence peut dire aux législateurs, ah non, ça tu ne peux pas savoir. Mais de qui est-ce qu'on se moque? Qui sont ces types?
Ils sont payés par nos contribuables. C'est un chouïa facile, hein, parce que vous imaginez au niveau nucléaire, donc il faut prendre une décision pour la sécurité des centrales nucléaires, et quoi? Alors il faut mettre les plans, il faut que l'agence qui prenne des décisions. Mais non, c'est pas possible, parce qu'alors les terroristes peuvent le lire alors. Hein. Et demain, pour protéger, pour réaliser le prochain attentat, ils auront les plans sur Internet. Donc il y a des choses qu'on doit garder secrètes. C'est bien pour cela, c'est un des arguments que nous utilisons pour dire, mais clairement, le nucléaire n'a pas de place dans l'énergie mixte, parce que c'est une énergie trop dangereuse. L'énergie, qui est quand même la base de l'économie, est produite par un complexe technocratique qui exige le secret pour pouvoir opérer, eh bien on n'est plus dans les conditions démocratiques. Et donc, en effet, une des raisons pour lesquelles nous nous opposons au nucléaire, c'est que par construction, ce secteur est antinomique avec un choix démocratique. Il nous reste une petite demi-heure, donc je propose de prendre quelques questions de la salle. Je vous propose qu'on en prenne 2 ou 3 par salve. Donc il y a un micro qui s'appelle dans la salle. Personne là. Ouais. Oh, c'est une question pas par rapport aux lanceurs d'alerte, mais plutôt par rapport au Clearstream. Justement, il y a ici à Bruxelles une autre structure qui est un peu pareille, c'est Clearstream. On n'écoute jamais rien d'eux, et j'imagine c'est un peu quand même la même chose. Est-ce qu'il manque des lanceurs d'alerte? Ou est-ce que... donc ce serait une question pour Denis Robert, mais peut-être un de vous peut répondre à ça. Qu'est-ce qu'on est de Euroclear? C'est quand même ici à Bruxelles. Denis Robert, ça va être difficile de lui demander juste là. Donc, il y avait une autre question là. Bonsoir. Moi j'entendais juste Philippe Lambert dire que la solution devait être institutionnelle. Et moi je voulais juste savoir, en tant que citoyen individu, qu'est-ce que nous on pourrait faire justement pour, voilà, en pensant que on a chacune notre part à faire, donc qu'est-ce qu'en tant qu'individu on peut faire? Peut-être une troisième question, je ne sais pas si une troisième question. Non, pas tout de suite. Bon, on va commencer par ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Euroclear qui se sent... Je vais vous décevoir, mais je vais quand même vous dire un mot. Quand j'ai vu le film, ici, l'enquête comme vous, quand il est sorti, à peu près 3 ans, je me suis fait exactement la même réflexion. Je me suis dit, mon Dieu, mais s'il y a bien quelque chose, à mon avis, il y a moyen d'aller fouiner, et c'était autour d'Euroclear, donc le pendant belge, et puis la vie du quotidien m'a rattrapé, les affaires, et tout ce que vous voulez, et on n'avait pas d'informations sous la main. Donc, je crois que, si vous en avez, vous pouvez toujours me le donner. Mais sinon, non, c'est une très bonne question, et j'espère que... Je pense que si la presse avait les moyens et le luxe de pouvoir parfois détacher des journalistes, plus de journalistes pour des missions plus longues, il y a sans doute des choses... En tout cas, ça mériterait au moins d'être vérifié et d'aller mettre son nez pour voir si on y trouve quelque chose.